Il faut arrêter. En 2011, là, est-ce qu'il n'y a pas un Ivoirien qui a été exclu de l'élection à cause de la même question de double nationalité? Pourquoi on ne vous a pas vu vous plaindre dans ce pays pour dire que c'est de la malice? C'est même un candidat du RHDP qui a été exclu à cause de la double nationalité. Et le monsieur est passé sur les télévisions pour expliquer il avait dépensé plus de 100 millions. Déjà, rien que pour sa campagne, parce qu'il était déjà en pré-campagne. Mais qui lui a remboursé son argent? Au contraire, M. Thiam, lui, n'a pas encore dépensé dans une élection. Mais lui, le pauvre, parce qu'il n'est pas Thiam, parce qu'il n'est pas de la famille du Faux-Boying, lui, il est en deçà de tous les Ivoiriens. Lui, quand il est touché, on ne parle pas. En 2000, il y a un Ivoirien qui a fait les frais de l'article 41, M. Tebili Aka. Et son affaire allait jusqu'à l'ONU. Mais il n'a pas eu gain de cause. Mais c'est aujourd'hui, en 2025, là, parce que M. Thiam est touché, alors on voit que ouais, tout est faux, on fait tout contre lui. Alors que l'article 48 a été pris par son grand-père. Je peux être d'accord que l'article 48 pose un problème. Mais quand on est honnête, on est intellectuel, nous tous ensemble pour dire cet article-là, il est dangereux. Il faut le changer. Parce que le contexte a changé, le monde a évolué, il faut le changer. Mais quand on fait croire que son application est dirigée... Voilà, j'ai fini. Là, on fait croire que son application est dirigée contre M. Thiam, mais c'est faux. Voilà. Merci, Flavio. Okay. Alors, il y a une petite motion. Si je peux me permettre, excuse-moi. La motion est pendante. Attendez, les gars, attendez. Si je peux me permettre, Flavio. Oui. Alors, je disais que, M. Kokora, le chronogramme des 8 mois a été affiché après le début de la RLE. Hein. Et moi, c'est justement en novembre, le tweet est encore là où j'ai dit, selon ce chronogramme, il n'y aura pas de RLE en 2025. Donc, je ne crois pas que le chronogramme ait été présenté à l'opposition au moment où il devait démarrer la RLE. Le chronogramme a été présenté après, pour pouvoir dire que la RLE allait finir au mois de juin. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, j'ai pas vraiment compris la réponse justement à ma motion. Parce que ce que j'ai compris, c'est que sur la RLE, sur l'inscription, on ne dit pas qu'il faut avoir 18 ans, mais on dit que pour s'inscrire, il faut être ivoirien. C'est ça la différence avec Thiam. J'ai pas très bien compris cette chose-là. Voilà. Si tu peux juste préciser ça pour ne pas être long. D'abord, ce que tu dis, quand tu dis le chronogramme a été mis, comment on appelle, c'est faux, parce que vous prenez l'intervention de Mme Yacoubi sur NCI, elle a dit que le chronogramme, c'est en accord avec tous les partis politiques. Non, mais nous, on est contemporains de ça. Tu dis Mme Yacoubi, moi, mais s'il te plaît, laisse-moi terminer. Il ne faut pas faire ça. Mme Yacoubi, alors qu'on était là. Il faut te calmer. J'aime pas cette manière de faire. Quand tu parles, on t'écoute. Tu as fait ça avec Guillaume, j'étais en bas, j'ai trouvé que ce n'était pas normal. Tu as dit, je vais poursuivre sur ce que tu dis. Tu as dit, moi je prends à témoin la dame dont je travaille là sur je travaille la dame qui était sur NCI, son intervention est disponible. Elle a dit que le chronogramme a été publié, a été distribué à tous les partis. Mais supposons même que les partis politiques, c'est-à-dire le chronogramme n'a pas été affiché, donc avant l'enrôlement, et c'est en novembre qu'on a eu connaissance. Mais c'est pourquoi les partis politiques ne se sont pas plaints. Le chronogramme là, s'il s'était plaint, on pourrait changer, on pourrait modifier, puisque ce n'est pas quelque chose qui est gravé dans du marbre. On pourrait changer, on pourrait dire non, messieurs de la CEI, le chronogramme que vous, non seulement on n'a pas été informé, parce que moi je trouve que c'est quand même irresponsable que des gens rentrent dans un processus et ne sachent pas ça commence quand, ça finit quand. Vraiment, je suis étonné. Parce que si la commission électorale indépendante, si tu es honnête, la commission électorale indépendante même avait voulu faire la révision, je crois même en mars ou en juin. Ce sont les partis politiques qui ont dit non, ça, on sera dans la période de pluie. Après, ils ont voulu faire en septembre, ils ont dit non, ça c'est la période de vacances. Si on fait, ceux qui vont s'enrôler seront en vacances. Et le jour donc des élections, ça sera en pleine année scolaire et donc ils seront dans leur lieu pour les études et donc ils ne pourront pas retourner pour voter. Mais c'est logique. Donc si même le début de la a fait l'objet de consensus et la CEI a respecté les recommandations des partis politiques, pourquoi est-ce qu'ils vont cacher le chronogramme et puis après ils vont afficher? Mais c'est même pas logique que tu sens défendre l'opposition coûte que coûte en essayant même de mettre de côté ton honnêteté. Parce qu'il ne peut pas comprendre que moi, on rentre dans un processus de révision électorale. On sait, ça commence par la collecte, c'est 1 mois, ça va après, il y a le traitement, après il y a le contentieux et l'affichage. Mais vous n'avez aucune idée de comment ça va se terminer, quand ça va se terminer, et puis vous rentrez dans l'enrôlement. Mais c'est que c'est nous, qui n'est pas responsable. Il faut, ou bien tous les partis politiques, parce que nous sommes tous dans le même panier. Ça veut dire que nous ne sommes pas responsables. C'est ce que je dis. Maintenant, l'inscription, je dis, Thierry,
Quel est l'objectif du contentieux? Le contentieux, puisque tout le monde peut aller s'inscrire sur la liste électorale. On peut faire même des erreurs. Des gens peuvent faire glisser des trucs. Mais la loi dit, pour être sur la liste électorale, il faut être ivoirien, il faut être âgé de 18 ans. Donc, c'est quand la liste est affichée, on va voir, si tu vois que Kokora n'est pas ivoirien, toi qui te dis, ah, monsieur Lassé, Kokora là, il n'est pas ivoirien. Je demande sa radiation. Si tu vois que Flavio n'a pas 18 ans, il est sur la liste, tu dis, ah, Flavio là, voilà son âge de naissance, il n'a pas 18 ans, je demande sa radiation. Voilà là où intervient l'épuration de la liste électorale. Est-ce qu'on a radié M. Thiam au moment où on faisait la collecte? Au moment où on faisait la collecte, il était sur la liste électorale. C'est lors du contentieux que des gens ont saisi la CEI et après le tribunal pour dire que ce monsieur n'est pas ivoirien. Donc, comme je le dis, le principe est que, comme si tu es de bonne foi, on dit, il y a une chose, il y a un principe, tant que ça ne viole pas la loi, puisque la loi ne dit pas que pour solliciter son inscription sur la liste électorale, il faut forcément avoir 18 ans, il faut avoir ceci, il faut avoir cela. Et donc, on dit, bon, comme on ne viole pas la loi, si on enrôle les enfants de 17 ans pour le moment, on aura violé la loi au moment de l'affichage s'ils ont encore 17 ans. Là, on aura violé la loi. Mais on dit, bon, comme on ne pourrait pas faire de liste électorale en 2025, profitons donc de cette occasion pour mettre les enfants de 17 ans cette opportunité. Et en mars 2018, ils auront, 2025, pardon, ils auront 18 ans et puis on respecte la loi. Donc c'est un arrangement qui ne viole pas la loi. Je finis. C'est un arrangement qui ne viole pas la loi, mais qui permet d'avoir un bon paquet de personnes qui vont s'inscrire sur la liste électorale. En quoi ça là c'est mauvais? En quoi c'est comparable au fait que M. Thiam donc a été radié de la liste électorale? Je ne comprends pas. C'est comparable. Monsieur Thielé, pardonnez. Si on avait gardé... C'est avec l'émotion, s'il vous plaît. Flavio, pardon. Flavio, une phrase. En une phrase. Vas-y. Je pourrais comprendre ta question en liaison avec la situation de M. Thiam. Si on avait gardé les enfants de 17 ans en mars, et puis on radie M. Thiam, là tu as dit, mais les enfants il y a des enfants de 17 ans sur la liste électorale, on ne les a pas radiés, et puis on radie M. Thiam, donc en sous prétexte qu'il n'est pas ivoirien. Là, il y a un problème. Mais est-ce que quand on affiche la liste provisoire, tu as déjà vu un enfant de 17 ans dedans? Non. Donc en quoi la loi est violée? Et en quoi c'est comparable? Et puis M. Thiam n'est pas le seul à être radié pour cause de nationalité. Pourquoi vous ne posez pas la question des autres? Kokora, désolé, mais si tu permets, voilà. Au fait, je ne vais pas accepter d'autres motions, hein, parce que ça fait un moment qu'il parle. Kokora, si tu peux rester avec nous, parce qu'il y a M. Thielé qui a un élément pour toi, mais on va permettre à Yao de s'exprimer, parce qu'il est là aussi, ça fait un moment. Non, je ne peux bien, je ne peux bien. Désolé. S'il te plaît, pardon. Fermez vos micros, permettez, hein, s'il vous plaît. Je ne peux bien, ferme ton micro aussi. Yao, vas-y. Non, mais c'est passé aussi qu'Okora prend 10 minutes pour répondre à une mission. Non, c'est pas grave, les gars. On va revenir à ça si vous voulez. Mais permettez que Yao pourra répondre à ce que Kakora a dit. N'ayez pas peur. Hein. Yao, vas-y. Prends ton temps de parole. Vous êtes 20 sur le même panel, tu devrais quand même au moins faire cette... Non, vous ne faites pas ça quand on est chez vous, il ne faut pas faire ça. Où chez vous, où ça? Moi, tu m'as dit... Si, on sait, on se rencontre. Voilà, je suis sûr comme vous. On ne va pas laisser Kokora. Laissez-moi faire le débat. Calmez-vous, faire le débat, les gars. Calmez-vous, faire le débat. S'il vous plaît. Dans la bonne humeur. Il ne faut pas dire de contre que toi, il doit se rencontrer. Écoute-moi, je vais dire une phrase. Laisse-moi dire une phrase. Fermez vos micros, les gars. Donc, j'ai dit... Même c'est Daouda Kovra. Je ne suis pas modérateur chez Daouda. Je ne suis pas modérateur. Attends, je finis rapidement. Non, je te demande. En tant qu'aîné, laisse-moi dire une phrase. Si tu m'avais laissé dire la phrase, on est fini. Les Africains sont bizarres, hein? J'ai dit, toi et moi, on s'est rencontrés. Ça fait la deuxième fois. Ça fait la deuxième fois qu'on se rencontre sur le panel de Flavio. Et après, c'est chez Daouda. Tu ne m'as jamais rencontré ailleurs. Il ne faut pas dire des choses qui n'existent pas. Voilà. Ok, merci. Jeune premier, laissez-moi faire le débat. Calmez-vous. Permettez que je fasse la modo, s'il vous plaît. Yao, vas-y, tu as ton temps de parole. Vas-y. Yao, pardon, les gars, soyons disciplinés, hein. Soyons disciplinés, tranquilles. Yao, vas-y, tu peux apporter la contre.
Est-ce qu'il y a contradiction à apporter? Franchement, bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Bon début de semaine à tous, hein, ainsi qu'à vos proches. Merci Flavio, hein, pour l'honneur que tu m'as fait en m'invitant sur ton panel. Un panel de qualité, hein. Sauf que, franchement, je m'en vois désolé. Après, on dira que je suis assez trivial quand je parle, mais ça ne sert à rien de discuter avec des gens du RDR. Parce que, au lieu de s'attarder même sur le discours, essayez quand même de faire un fact-checking sur le discoureur. Quand vous avez quelqu'un qui dit que Tidiane Thiam a prétendu, je sais pas, faire enrôler 4,5 millions d'électeurs, de nouveaux requérants, il a attribué, effectivement, le premier à avoir envoyé ce débat, à avoir mené ce débat sur la scène politique, c'est bel et bien Tidiane Thiam. On était en février 2024. Je dis bien février 2024. Et je me rappelle très bien sur les plateaux de télé qui sont juste des officines RDR, on a entendu des gens dire, mais le mec, il est hors sol. Il est juste fou. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas le Ghana, ce n'est pas le Sénégal. Dans ce qu'il dit là, 4,5 millions, etc., franchement, ça relève de la folie. Mais je vous donne des dates. Je vous donne des dates. Le 2 octobre 2024, Koulibaly Kibière, lors de sa rencontre avec les partis politiques, a dit que l'objectif était d'enrôler 4,5 millions de nouveaux requérants. Ça, c'est pas Tidiane Thiam qui l'a dit. Ça dit, ils ont tourné, mais ils sont revenus à la case de départ. Ça veut dire quoi? Lorsque vous estimez que vous êtes des démocrates, parce que je vois pas mal de personnes qui s'érigent en donnant de leçons, voilà, en donnant de leçons, lorsqu'il s'agit de l'AES, etc. Les gens connaissent ma position là-dessus. Mais honnêtement, vous n'avez pas qualité à le faire, vous n'êtes pas habilité à le faire. Quand vous avez quelqu'un qui est le président de la commission électorale indépendante, qui en Mondovision, même sur TV5 Monde, vous pouvez aller revisiter encore l'émission, le monsieur a dit que l'objectif était d'atteindre 4,5 millions de nouveaux requérants. Mais que vous enrôlez, je veux dire au bas mot, 1 million, c'est qu'il y a eu un gap. Qu'est-ce que vous devez faire? Normalement, vous devez mettre tout en œuvre pour pouvoir aller chercher encore ces requérants qui n'ont pas pu se faire enrôler. Et généralement pour faute de paperasserie. Et qui sont ceux qui ont créé ce problème encore? C'est encore la CEI. On a entendu le président de la CEI sortir en Mondovision, venir dire aux gens que la carte, je dis bien la CNI, seulement suffisait pour se faire enrôler. Par la suite, il est revenu pour dire, non, d'abord il avait dit qu'il fallait la CNI plus l'extrait de naissance. Parce que vous savez que la carte, la CNI, depuis que Ouattara est là, bon, il n'y a plus de mention de père et de mère. La filiation n'existe pas. Il a fallu que les gens sur le terrain avec Tidiane Thiam disent, mais écoutez, ça ne passe pas, pour qu'ils fassent un rétropédalage. Quand vous avez des gens qui ont autant de contradictions et qui ne mettent pas tout en œuvre pour pouvoir rendre le jeu démocratique, parce que parler de démocratie sans représentation, je vais dire crédible et valable et viable de la population électorale, mais ça ne sert à rien. Tu gouvernes un pays avec juste 2 millions, 3 millions de voix. Un pays de 30 millions, ça n'a pas de sens. Donc moi, honnêtement, j'ai entendu mon prédécesseur parler, mais honnêtement, ils ont un narratif, pour ma part, qui, ma foi, n'a pas de sens. Parce que ça n'est pas cohérent. Quand ils disent, bon, vous avez passé votre temps à boycotter la RLE précédente. Est-ce à dire qu'ils sont en train d'avouer que tous ceux qui ne sont pas fait enrôler font partie de l'opposition? Est-ce qu'ils sont en train d'avouer ici, en Mondovision, que tous ceux, les 4 millions là, qui ne sont pas sur la liste électorale là, sont tous du FPI? Est-ce qu'ils ne sont pas en train d'avouer qu'eux-mêmes, ils sont ultra minoritaires? Ils ont une peur bleue. Parce qu'ils savent qu'ils sont ultra minoritaires. Donc, ils ont des allures contorsionnistes, parce qu'en réalité, ils sont eux-mêmes conscients de leur ultra minorité en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas, pour moi, il ne faut pas chercher midi à 14h. Tout à l'heure, le frère Tchélé a posé une question qui est simple. Aujourd'hui, vous êtes devenus subitement des légalistes. Bon, vous êtes là depuis 2019.
combien de fois avez-vous fait la révision de la liste électorale? Ils sont incapables de répondre. Ils sont obligés de revenir, de repartir à Mathusalem. Mais je vous le dis, en 95, il y a eu une révision de la liste électorale. En 2000, il y a eu une révision de la liste électorale. En 2010, on n'en parle pas. Il y a eu, on sait ce qui s'est passé en 2008 avec la distribution des cartes, tout ça. En 2015, il y a eu une RLE. En 2020, il y a eu une RLE. Maintenant, pourquoi en 2025, subitement, on nous fait comprendre que c'est impossible de le faire, alors qu'il y a eu un budget qui a été voté à l'Assemblée nationale? On parle de 27 milliards. Mais vous ne pouvez pas en réalité à chaque fois prendre les Ivoiriens pour des idiots. Et ça, j'estime que c'est véritablement la médiocratie que le RDN nous a proposé durant ces 15, en tout cas ces 15 années, ces 15 dernières années. Je pense que mon temps, il est épuisé. Mais je pense, honnêtement, Flavio, moi, je n'avais pas envie de monter parce que ce débat-là, il est stérile parce que les gens du RDR, honnêtement, ils sont arc-boutés sur quelque chose. Ils savent qu'ils sont ultra minoritaires. Ils sont ultra minoritaires. Donc, ils font tout pour que tout se règle par la force. Ça, il faudrait que les gens comprennent. Voilà, bon, je ne vais pas être plus long que ça. Ils sont ultra minoritaires. Sinon, comment comprendre ça? Non, pardon, vas-y. Je termine par là. Je termine par là en 30 secondes. Parce que il y a tellement moi, honnêtement, il y a tellement d'incohérences. On parle d'audit. Tout le monde dit qu'il faut faire un audit. Vous avez des gens au pouvoir qui disent, bon, et qui sont devenus, je vais dire finalement, porte-parole de la CEI. La CEI n'a même pas besoin de brancher que le RDS sort disant, oui, on n'a pas besoin d'audit. Mais moi, je vous prends un exemple simple. Si dans votre société, votre entreprise, vous avez un comptable qui dit faire bien son travail, qui dit bien gérer son département, et à la suite de cela, vous demandez qu'il y ait un audit. Ce dernier refuse catégoriquement. Même si vous aviez confiance en lui, mais il y aurait quand même des suspicions. Parce que si tu te reproches rien, là, normalement, quand il y a un audit, normalement, tu dois ouvrir tes bureaux. La confiance, là, ça, elle ne se décrète pas. Elle se mérite. Et moi, pour moi, la CEI actuelle ne mérite même pas la confiance des Ivoiriens. Les gens même, au-delà même de la méprise, parce qu'on pourrait dire, oui, il y a quand même une lecture erronée, il y a eu un raisonnement erroné. Ce n'est même plus de la méprise, c'est du mépris, tout simplement. Des gens qui sont, je vais dire, blanchis, qui sont nourris aux frais du contribuable ivoirien. On a l'impression qu'aujourd'hui, ce sont eux qui sont devenus des dieux. Voilà, c'est l'arrogance. Mais vous savez très bien que l'orgueil précède tout simplement la chute. Et je l'ai dit, je vais le répéter, je le réitère, le 25 octobre 2025, le RDS sera simplement et purement déboulonné. Parce que ils ont prouvé, ils ont montré aux yeux de la nation et même en dehors qu'ils sont incapables parce qu'ils ont pour meilleur ami l'incompétence, l'impatience, parce qu'ils n'ont rien à proposer. Ce n'est pas de leur faute, hein, mais parce que pour moi, ils sont incompétents tout simplement. Je vais m'arrêter là, désolé. Flavio, je peux avoir une motion pour M. Yao? Ok, tu as 1 minute pour faire ta motion. Non, je vais poser que des questions, t'inquiète. Vas-y, 1 minute. Voilà, je vais respecter la monsieur. Monsieur Flavio, bonjour. Et bonjour à tout le monde sur le panel. Est-ce que la RLE, là, il y a une date précise? Juridiquement parlant. Ça, c'est la première question. Je vais vous répondre et puis on va aller étape dans les questions. Une date précise, c'est-à-dire, soyez plus explicite. Est-ce que la RLE, il y a une date précise pour faire la RLE, ce que je veux dire? Bon, je sais que en 2024, il y avait une date qui avait été fixée, qui avait été arrêtée, qui courait de mi-octobre à novembre 2024. Ok. Bon. Maintenant, voilà. Elle peut se faire après les élections. Oui. Oui, même si ça n'a pas de sens. Voilà. Mais c'est ça qu'il n'y a pas de date précise alors. Oui, Si mais sauf que... vous voulez mais attends, je peux répondre. Vous voulez envoyer les élections qu'on fasse la RLE.
Pépin, on va faire la même chose. On dit qu'il Monsieur faut pas Télé, Avancez, monsieur s'il vous plaît. Monsieur Mais Tchelé, laissez, on va avancer. laissez vous, pas, il vous- attends, si je comprends bien, s'il n'y a pas de date précise, c'est qu'elle peut être faite après les élections, comme avant les élections, n'est-ce pas? Oui, mais elle doit se faire annuellement. Même si ça n'a pas Oui, de sens, hein. Parce que oui, la liste non, c'est un électorale, sens. évidemment, elle C'est est un faite sens, pour... c'est un sens, puisqu'elle se fait avant ou après, donc c'est un sens. Docteur, est-ce que je peux répondre? Est-ce que je peux Ok, répondre? Alizia. Je comprends parfaitement ce que tu dis. Parce que ce n'est pas explicitement, je vais dire, dit comme ça, voilà, dans l'article 6, comme quoi il faut telle date, telle date. Mais la question est simple, c'est une question de bon sens, c'est une question de logique. Quand on parle de révision de la liste électorale, c'est fait pour les élections. Et l'élection maire dans dans un régime présidentiel, mais c'est bel et bien l'élection présidentielle. Voilà, donc dire, on va faire une révision de la liste électorale quand vous avez un président de la commission électorale dite indépendante qui vous fait comprendre que on doit enrôler, l'objectif c'est d'atteindre 4,5 millions de primo-votants, c'est-à-dire la moitié du corps électoral, je vais dire, présent. Pour moi, venir dire que c'est après la présidentielle, ça n'a pas de sens. Maintenant, si on va dans votre sens, à vous, moi je l'ai toujours dit, hein, si la pluie n'a pas rempli la barrique, ce n'est pas la rosée qui va le faire. Si vous avez été incapable de faire un enrôlement, de faire une révision de la liste électorale avant octobre, mais ce n'est pas après octobre que vous pourrez le faire. Et ça, je l'ai toujours dit. Sauf que Koulibaly Kuibière vient de me donner raison. Suite à sa dernière sortie. Bon, quand vous dites, Il par dit qu'en exemple, 2025, un sens à mon propre sens, c'est pas moi qui ai dire. j'ai pas compris. C'est pas moi qui ai dire. Faut arrêter tes trucs là. Flavio, C'est pas moi qui ai dit. Flavio, c'est un débat. On continue. Parce que Bon, tu es en train de arrêtez de dire, donner la parole à Regarde, certaines choses comme c'est moi qui ai dit, pourtant c'est docteur, factuel ce que je suis en train de dire. docteur, Ça ne vient pas de moi. J'ai répondu ou pas? docteur, Ouais. voilà, tu as posé une question, il a donné une réponse, on va avancer. Non, comme il a mis ça à mon sens, S'il te plaît, moi je s'il suis te pas plaît. juriste constitutionnaliste. Hein. Docteur, s'il te plaît, permets-moi Ce sont les juristes qui ont dit. Hein. Docteur, Tu sais, maintenant, c'est pas Sissi qui parle, monsieur Flavio, on se connaît très bien. Ne t'en fais pas, Ouais. ne t'en fais pas, voilà. Monsieur Tchele, tout à l'heure, quand Kokora était là, il y avait un élément que vous avez souhaité présenter. Je vous mets en grand pour que vous puissiez nous Non, présenter. je suis en train de le chercher, je ne l'ai pas encore. Ah, tu l'as pas encore. Bon, J'ai seulement trouvé le 20h25 de Tidiane Thiam, justement, qui redemandait, c'était en décembre 2024, qui demandait une RLE en février 2025, mais je parle même de l'élément où on lui demandait est-ce qu'il allait avoir une RLE en 2025. Il a dit qu'on allait voir s'il y avait l'engouement en 2024. Ok, merci bien. Bon, les gars, vraiment, on a besoin de plusieurs instruments pour pouvoir faire la lutte pour le président Thiam. Hein? Donc, essayez de tapoter, de partager pour qu'on ait plusieurs pages, j'allais dire, avec une certaine audience pour pouvoir faire la communication dans ce sens-là. Donc, n'hésitez pas à partager, à tapoter. Ça, voilà, ça contribue aussi au combat. Ça permet de faire passer des messages aux différents électeurs, aux différents Ivoiriens qui existent partout dans le monde. Donc, Ok, Flavio, voilà. Flavio, Mais je peux docteur, poser des docteur, questions. s'il te plaît. Je peux poser des questions à tout le monde ici, s'il Non, vous non, plaît. non. Permets. Il y a des gens qui sont là, il faut que je donne la parole. Sincèrement, on a duré. Kokora a pris un certain nombre Non, de- comme je suis le seul du Attends. RHDP actuellement, donc je veux poser des questions à tout le monde et puis chacun va répondre selon sa connaissance au fait. Un débat RHDP, c'est un débat pour tout le monde. Donc, c'est Voilà, pas permets, docteur, Voilà. s'il te plaît, permets, pardon, ne le parle pas ainsi, pardon, je me permets. Voilà, bon, le modéré, c'est à toi, tu as 5 minutes. Comme je disais, juste, j'ai donné un certain temps à Kokora, j'ai donné un certain temps à Yao pour compenser. Je pense même que Kokora a parlé beaucoup plus longtemps que Yao. Et Kokora aussi, ça aussi c'est important, il faut que je le dise. Quand il finit de parler, il faut qu'il attende la contradiction avant de descendre. Parce que moi, je me rappelle que j'ai fait ça une fois, il n'a pas aimé. Donc, qu'il fasse de même. Hein? C'est important. Donc, vas-y, tu as 5 minutes. Essaie de respecter le temps pour que la parole puisse tourner, s'il te plaît. Il y a un président qui est avec nous, il faut qu'il s'exprime aussi. Et après toi, je vais... D'accord. Moi, Attends, le modéré. d'accord, merci beaucoup. Après toi, je vais brûler la priorité
à Circo et puis Docteur Vision pour donner la parole au président, qui est un candidat à l'élection présidentielle proche D'accord. du RHDP. Vas-y, le modéré. D'accord. Vraiment, Dieu merci que on est tous en bonne santé. Voilà, je salue tout le monde. Et comme le président est là, comme mon président est là, j'aimerais vraiment profiter aussi pour lui dire bonjour et dire à mon président que est-ce que dans son programme de gouvernement, il peut un peu insérer le fait qu'on puisse enseigner la constitution ivoirienne de la 6e à l'université. Est-ce que c'est possible, président, quand il regarde, est-ce que c'est possible qu'on enseigne ça avec un coefficient plus élevé, hein? Un coefficient 7 ou un coefficient 6 comme ça de la 6e à l'université? Voilà, président, tu pourras peut-être réfléchir à ça et puis voir, ça pourra vraiment aider. Parce qu'on a tellement de problèmes de constitution, quand on regarde même les députés, même qui votent la loi, qui ne connaissent même pas peut-être la constitution, les ministres, et beaucoup de personnes aujourd'hui, on a vraiment un sérieux problème. Donc, président, je prends mon temps et pour te dire que voilà, peut-être un rêve, voilà quelque chose que tu pourrais peut-être inscrire. Voilà, une petite discipline, quoi, comme on faisait SCM ou bien quoi, là, quand on était encore au collège, là. Voilà. Bon, moi, Flavio, moi, je ne discute pas trop avec dans ce truc-là parce que j'ai essayé de regarder le truc sous un autre angle. J'ai compris qu'on a été béni dès le départ. Parce que tout à l'heure, on parlait, et puis Kokora a dit, mais est-ce que l'opposition, est-ce que c'est des enfants, et puis on va venir déposer devant eux un truc, et puis ils vont accepter? Bon, moi je pense que c'est depuis le début que ça a été fait. Parce que quand tu vois Cubier qui rassemble des gens avant la RLE qu'ils ont combiné, et qui disent donc que oui, non, il n'y a pas de problème, en 2025, on pourra faire la RLE parce qu'on a des moyens aujourd'hui que l'État nous a donnés. On a des moyens pour faire la RLE en 2 semaines, pour enregistrer 19 millions de personnes en 2 semaines. Il rassurait des gens qui étaient inquiets. Et il a dit, moi j'ai la vidéo même sur ma page TikTok, hein, j'ai publié ça, où il disait ça et les gens ont des témoignages. C'est-à-dire à chaque fois que des gens levaient une problématique, eux ils venaient tout dire non, 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 c'est pas un problème. Mais allons-y derrière, allons-y jusqu'à la présidentielle de 2020. Le président, quand on a Mamadou Koulibaly et Afin Guesson ont commencé à dire, bon, est-ce que cette constitution-là, il n'y a pas un problème dessus à la population? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Oh non, laissez, ce n'est pas un problème. Le président de la République est venu dire, non, je ne peux même pas être candidat. Si c'est pas Congo, tout cela sauvé. Non, laissez, ne regardez même pas ça même. Laissez, on va partir. J'ai compris qu'ils nous ont menti en fait. On a eu confiance, on a cru que la morale et l'éthique pouvaient vraiment symboliser ou bien caractériser un peu ce truc-là. Mais, arrivé à un certain moment, on ne comprend plus rien. Je ne sais pas si tu vois un peu. Et même quand Mamadou Koulibaly était en train de lever le voile, il disait, oh, lui là, c'est un menteur, ne l'écoutez pas, c'est un affabulateur. Mamadou Koulibaly l'a dit. Qui vous a dit que Alassane Ouattara peut faire 2 mandats? Mais aujourd'hui, quand nous on en parle, ils disent, mais Mamadou Koulibaly vous avait dit non? Vous voyez un peu l'incohérence, non? Quand on disait au début, Mamadou Koulibaly, ils disent non, ne l'écoutez pas, c'est un menteur. Aujourd'hui, quand on cite Mamadou Koulibaly, quand ils viennent, c'est eux-mêmes qui citent Mamadou Koulibaly pour dire que Mamadou Koulibaly, vous l'avez dit, Afin Guesson, vous l'avez dit, non? Donc, ça passe. Mais, regardez un peu ce niveau-là. Pourquoi je dis au président de mettre la constitution au programme pour l'éducation? Regardez, quand on passe à la 3e République. La 3e République met effectivement peut-être les compteurs à 0. Mais comment intervient l'article 183? L'article 183 intervient spécialement pour la limitation de mandat. Ça fait le pont entre l'ancienne et la nouvelle constitution. C'est pour ça que l'article 183 même a été adopté. Pour dire, on peut tout changer, on peut mettre tout le compteur à 0. Mais spécialement pour la limitation des mandats là, ça va continuer de l'ancienne constitution jusqu'à la nouvelle constitution. Ça ne va pas réinitialiser, ça ne va pas mettre le compteur de la limitation des mandats à 0. Ça peut tout remettre à 0, sauf ça. C'est pour ça que ça a été là, l'article 183. Et Cissé Bakongo l'a bien dit. Et Sansan Kambile, comme il le disait, qu'il peut le démontrer de manière juridique, mais ils nous l'ont dit. Mais pourquoi? Et je demande toujours, les posters qu'ils ont pris pour faire la campagne en 2016, le slogan qui était dessus, c'était écrit quoi? Est-ce que le président, à Montano l'a brandi, vous pouvez voir sur YouTube, ils ont demandé, est-ce que le président pourra être candidat en 2020? Et sur le poster, ils ont dit non, que l'adoption de la nouvelle constitution n'entraînera pas la rupture avec l'ancienne constitution, qui limite les mandats à 2. Pourquoi spécifiquement c'est ce truc-là qu'ils ont posé sur le poster?
Il y avait beaucoup de choses. Pourquoi c'est spécifiquement ça? Parce que c'est ce qui faisait bruit. Parce que c'est là les gens voyaient qu'ils allaient être grugés. C'est pour ça que le RAGP est parti faire les posters. Ils ont mis ça spécifiquement dessus. Pour dire à la population encore, non, il n'y a pas de problème, les gars. Ne vous en faites pas. On a su. Mais regardez aujourd'hui dans quoi on est. Ils nous ont tous bernés. Et le président même ne pourra pas dire que c'est faux. Le président est là, lui-même l'a été berné aussi. S'il te plaît. Oh, bon, d'accord. Flavio, je vais respecter. Comme tu as dit, on est beaucoup. À ma prochaine prise de parole, je peux continuer le développement. Merci. Merci bien. Bon, Président, c'est à ton tour. Hein. Gâteau aussi. À ton On dit tour. bonjour, bonjour, monsieur le président, comment allez-vous? Quand même, Oui, tu pas, Président. faut faire un peu dans la diplomatie. Bonjour, monsieur le président, comment allez-vous? Alors, Pardon, Ça va très bien, par la grâce de donne Dieu, 10 ça minutes va. au président, pardon. ok, Ça va y a très pas bien, de par la grâce de problème. Dieu, ça va très bien. La- Chacun a le même Bonjour droit à de dire ça. Merlin, S'il te plaît, ne t'en fais pas. bonjour Alors, à Merlin, bonjour à président, Yao. président, il y a Oui, une question qui est là. Hein. Monsieur oui, Kibier nous a dit que il allait faire la RLE après les élections. Quelques mois après, il nous dit qu'il fera plus de RLE en 2025. Donc, il nous avoue qu'il va violer l'article 6 du code électoral. Qu'est-ce que vous en dites de ok, cette attitude-là? C'est ça là, le débat. ok, ok. Le modéré, bonjour, j'espère que tu vas bien. Il faut participer aux réunions. Même si tu as une demande d'explication, c'est ni un licenciement, ni un renvoi, c'est une demande d'explication. Donc, même si tu as une demande d'explication, participe aux réunions de UMCI. Il y a Voilà, c'est qui? ça Il y qui a est qui? normal. Il n'y a pas de drame, Bonjour président. à Jeune Premier, bonjour à Tchele, Kobré, Serko, bonjour, bonjour à Docteur. Le modéré a posé une très belle question qui me pousse à dire, merci beaucoup pour ta question. Le projet et le programme de société de UMCI, ce n'est pas d'abord d'enseigner la Constitution à nos enfants. Tu sais, le domaine juridique et judiciaire, c'est un domaine complexe. C'est moi, les juristes disent qu'ils sont des scientifiques. Moi, je dis non, ils sont des philosophes. Parce que rien n'est clair dans leur affaire, dans leur juridisme. Il n'y a rien qui est clair. Donc, il faut laisser ça aux études supérieures. Donc, bac plus. C'est mieux comme ça. Mais quand il s'agit de projets, et le projet que UMCI porte, les projets de UMCI, c'est pas foncièrement attaché au domaine de l'éducation. Parce que nous n'avons pas les moyens. Donc quand on parle de projet, de programme, il y a le MICA, le marché international centralisé d'Abidjan. Un marché de fruits et légumes, de produits vivriers. Parce que la Côte d'Ivoire, l'économie de la Côte d'Ivoire repose sur l'agriculture. Donc ce marché-là va permettre d'engendrer 1500 milliards de francs CFA par an. Ensuite, il y a la zone industrielle de transformation semi-finie, la ZTF, TSF, qui va permettre d'engranger. C'est une zone qui sera l'un des plus grands clients du MICA, qui va permettre de transformer nos produits en semi-finis. Si c'est la mangue, si c'est l'ananas, si c'est l'avocat, tout ça, pour qu'on puisse encore exporter. Donc cette zone-là pourra nous rapporter 3500 milliards et créer des millions d'emplois. Troisième projet, la zone internationale de transformation de produits finis, la ZTF. Cette zone-là sera le plus gros client de la ZTSF, donc de la zone internationale de transformation de produits semi-finis, qui va transformer maintenant nos produits en semi-finis. C'est-à-dire, la mangue qui sera en semi-fini va devenir un produit fini. Donc, les jus de mangue et tout autre produit dérivé de la mangue. Et ce marché, cette zone industrielle va aussi nous permettre d'atteindre la bagatelle de 10 000 milliards parce qu'elle seule, elle représente 5 000 milliards de chiffre d'affaires pour la Côte d'Ivoire par an. Donc, ça fait 10 000 milliards qu'on aura engrangé avec ces trois projets. Qu'est-ce qu'on va faire avec l'argent? Déjà, ce montant va nous permettre de s'endetter. Parce que 10 000 milliards ne peut rien réaliser pour la Côte d'Ivoire. Lorsqu'on va s'endetter à hauteur de 120 ou 140 000 milliards, qu'est-ce qu'on va faire avec cet argent? Chaque Ivoirien qui aura épousé une femme, qui sera mariée, aura droit à un logement. Donc, chaque Ivoirien son droit. Les femmes qui ont des enfants, donc qui sont mères, qui sont seules, auront leur logement. Il n'y aura plus jamais d'enfants de la rue, parce que les enfants seront hébergés dans des logements ou dans des familles d'accueil.
qu'est-ce qu'on va faire avec cet argent? On va construire des écoles. On va nourrir nos enfants dans des cantines. Le petit déjeuner et le déjeuner. C'est-à-dire, lorsque l'enfant vient à l'école le matin, il a son petit déjeuner, soit son café, son croissant. Et à midi, il a son repas de midi. Ça va inciter nos parents à envoyer les enfants à l'école, ceux qui n'ont pas les moyens. Deuxièmement, les enfants auront leur fourniture gratuite dès la rentrée scolaire. Quand je dis fourniture, je parle de tenue scolaire, je parle de sac à dos, je parle de fournitures telles que les cahiers, les livres, les stylos, les crayons. Qu'est-ce que nous allons faire avec cet argent? Nous allons construire des hôpitaux. Nous allons rendre l'hôpital effectivement gratuit et totalement gratuit. C'est-à-dire, pour ceux qui ne sont pas accompagnés par des mutuelles, pour ceux qui ne sont pas accompagnés par des sociétés, donc qui n'ont pas de boulot, et ils toucheront le minimum vital. Oui, papa est en train de parler. Papa. Oui. D'accord, j'arrive. Va, j'arrive. Va chez maman, j'arrive. Donc, excusez-moi. Nos enfants, qu'est-ce qu'on va faire avec cet argent? Les chômeurs, ceux qui ont déjà eu un emploi, qui sont au chômage, toucheront minimum 120 000 francs par mois. Parce qu'ils auront eu déjà un boulot. Qu'est-ce qu'on va faire avec cet argent? C'est que nos enfants qui quittent à l'école auront des cours à domicile qui seront payés par l'État de Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que nous avons tellement de projets. Le modéré, c'est de ça qu'il s'agit. Qu'est-ce qu'on va faire? On fasse un produit fini qui ne soit pas du goût de certains pays et donc ça réduise notre marché au niveau international. Voilà pourquoi j'ai séquencé ça comme ça. Si tel est le cas, c'est que le programme n'est pas bien ficelé, Lucas. Je m'en motion depuis, Pardonnez, il y en a, je ne vais pas accepter vos motions, sinon on va pas avancer. Monsieur Tchele fait la dernière motion et puis on avance. Alors, moi j'avais une motion, mais on ne peut pas faire une motion, les gars. On ne peut pas faire 6 motions. On ne va pas avancer, les gars. On ne va pas avancer. Il faudrait que les personnes... Pardonnez, permettez qu'il fasse la dernière motion et puis ensuite on va... J'ai entendu que Tidiane Thiam ne pourrait pas être candidat à l'élection législative selon des critères qu'on connaît. Par contre, on a vu Johnny Pacheco qui a été candidat, contre toute attente, candidat à l'élection législative de 2021, je pense. Est-ce qu'il peut me dire, selon lui, quels sont les critères qui ont permis donc à Johnny Pacheco d'être candidat et qui permettront pas à Tidiane Thiam de l'être? Ça, c'est la première motion. La seconde, je voudrais quand même qu'il essaie d'affiner un peu son programme concernant les produits semi-finis et produits finis, parce qu'un produit fini peut être un produit semi-fini et un produit semi-fini peut être un produit fini. Donc, comment est-ce qu'on catégorise le produit semi-fini? C'est en fonction de quoi et comment on arrive à départir dans un marché un produit en disant c'est un produit fini alors qu'il peut servir de produit semi-fini. Voilà, merci. Ah, Président. Merci beaucoup. Président. Merci. Première question. Président, attends. Oui. Ici, là, c'est pas du jeu. On va pas te caresser avec le dos de la qui est. Donc, vas-y. Bon, j'adore ça. Vous savez, j'aime ça. Et puis, je suis fier de vous. Merci beaucoup pour vos questions. Premièrement, l'article 71, l'article 71 de l'arrêté de 2020 stipule que pour être candidat, il faut avoir 25 ans. Ça, c'est la première condition. Il faut être de nationalité ivoirienne. Et puis, il y a une condition qui est très importante. Il faut avoir vécu 5 ans sur le territoire ivoirien. Maintenant, la question, c'est de savoir pourquoi Johnny Pacheco a été candidat. Mais il y a une exception pour les diplomates, pour des gens qui travaillent, pour les fonctionnaires internationaux, et puis pour les réfugiés politiques. Donc, Johnny Pacheco, étant dans la catégorie de réfugiés politiques, il ne tombe pas sur le coup des 5 ans de présence sur le territoire. Donc, il a la possibilité de devenir candidat aux élections législatives. Voilà un peu la réponse. C'est ça, les exilés. Donc, par exemple, moi aussi, j'ai fait ma demande d'exil. Donc, moi, je vais partir déposer ma demande d'asile. Et puis, voilà, c'est la CEI qui va juger. Donc, pour ceux qui n'ont jamais fait, comme Tidiane Thiam, qui n'a jamais fait de demande d'asile, donc lui, peut-être qu'il ne pourra pas être candidat. Donc, je dis, compte tenu qu'on sait qu'il n'a jamais été exilé, il n'a jamais été réfugié, il n'a jamais été reconnu réfugié, donc Tidiane Thiam ne pourra jamais être député en Côte d'Ivoire parce que il faut avoir vécu 5 ans. Maintenant,
C'est pourquoi j'ai dit qu'il ne pourra pas encore être député. Parce qu'il ne faut jamais avoir renoncé à sa nationalité ivoirienne. Alors que Tidiane Thiam, ayant pris la nationalité française, est-ce que, oui ou non, ça va le rattraper ou pas? Bon, ça, on laissera le Conseil constitutionnel trancher. Concernant le MICA, quand je dis produit semi-fini, on ne peut plus transformer un produit fini. Donc, un produit fini ne peut pas devenir un produit semi-fini. Dans la chaîne de transformation, il y a le produit brut, il y a le produit semi-fini, c'est-à-dire on peut encore le transformer, et il y a le produit fini, c'est un produit qu'on ne peut plus transformer. Je ne sais pas si j'ai pris l'exemple. J'ai pris l'exemple par exemple. Le chocolat est un produit semi-fini pour une industrie biscuitière, par exemple. Non, attends. Non. Attends, calme-toi d'abord. Non. C'est que tu as la mauvaise définition du produit fini. On peut utiliser un produit fini, on ne transforme pas le produit, mais on va l'ajouter à d'autres produits pour en faire un autre produit, donc pour en faire un autre produit commercial. Mais il est un produit fini. On ne le transforme plus, on ne transforme plus la matière. Le cacao là, c'est la fève de cacao. On va transformer maintenant en beurre de cacao. Après beurre de cacao, ça devient du chocolat. Mais dans le gâteau là, on appelle ça gâteau au chocolat. On ne peut pas appeler gâteau là gâteau et puis on donne un autre nom au chocolat. Non, c'est chocolat. La dernière étape du chocolat, c'est le chocolat. C'est comme le carburant. Le carburant, l'essence. Et le beurre de cacao lui-même. C'est le produit semi-fini. Il n'est pas utilisé en produit fini. Non, il n'est pas utilisé en produit fini. Parce que même si tu veux... Dans la cosmétique... Dans la cosmétique, on le transforme maintenant en huile de cacao. Non, c'est pas vrai. Mais attends, monsieur Tchelé. Le beurre de cacao qui est transformé dans nos usines là, tu peux pas prendre pour mettre sur ta peau pour te pomader. Tu peux pas le faire. Faut pas dire ce genre de choses. Présent pas de transformation, mais c'est pas une transformation directe. Arrêtez d'ouvrir vos micros. Attendez s'il vous plaît. Attendez s'il vous plaît. Ne me coupez pas dans mon élan. J'ai dit, quand on a des usines, actuellement la Côte d'Ivoire est le premier transformateur de cacao dans le monde. On transforme le cacao, donc la fève de cacao, en produit semi-fini. Mais ce produit semi-fini là, personne ne peut l'utiliser sans le transformer encore. Donc, quel que soit ce que tu veux faire avec, il faut encore une transformation. Déjà, tu ne peux pas le manger comme ça. Tu ne peux pas prendre pour te pommader. Tu ne peux pas prendre pour te laver. Tu peux rien faire avec. Sauf à le transformer en chocolat ou bien soit en huile de cacao pour la pommade, pour intégrer ça à d'autres produits. Voilà ce que je dis. Je dis c'est pas un produit fini, c'est pour ça qu'on dit semi-fini. Maintenant, quand on dit un produit fini, il n'y a plus de transformation structurelle dans les molécules ou bien dans les gènes même de ce produit-là. On ne peut plus le transformer. Tu ne peux pas ajouter d'autres molécules pour transformer sa nature intrinsèque. C'est ça qui est le produit fini. Voilà un peu pourquoi je dis on s'en va directement au produit fini, mais avant de passer par le produit fini, comme on cherche de l'argent, on va d'abord passer par le produit semi-fini et on pourra aussi l'exporter et ça va nous donner des revenus. Donc ce projet-là, il est bien réfléchi. Faut pas penser que je n'ai pas réfléchi avant de le dire. Faut pas penser qu'on n'a pas réfléchi à ça. On a beaucoup réfléchi. Merci beaucoup. Merci. Le beurre de cacao est un produit fini, une matière première. Merci. Monsieur Tchelé, voilà, permettez. Comment tu peux dire une matière première, c'est un produit fini? Tu es trop intelligent pour ça. Pas du beurre de cacao. Non, mais attendez. Monsieur le Président, le produit fini, c'est fabriqué, c'est transformé, c'est stocké, maintenant ça va être commercialisé. À mon temps de parole, je vais mieux l'expliquer. Voilà, à mon temps de parole, je vais mieux l'expliquer. Laissons la motion, laissons le débat. Merci. Alors, je dois récupérer une place à quelqu'un pour faire monter Monsieur Insan. Donc, jeune premier, toi tu es mon gars, on est ensemble. Je vais te descendre. Non, il veut pas. Oh, vraiment. Mon frère. Attends, je te descends, je te reprends. Laisse-moi, moi, je vais prendre 2 minutes et puis je vais descendre. Ok, bon, vas-y. Donc, je brûle la politesse à Sigo, si tu permets. Sigo, pardon, permets à docteur de prendre 2 minutes rapidement. Ok. Après, même, c'est à Merlin. Moi, je suis après Merlin. Ok, merci. Donc, vas-y, docteur. Ok, merci beaucoup. Ce que le président est en train de dire, vraiment, j'ai aimé son intervention. Tu vois, parce qu'il parle de programmes, il parle de projets pour la Côte d'Ivoire. Et c'est ce que nous demandons en nos différents politiciens. Tu vois, ceux qui sont décideurs des partis politiques. Parce que déjà, la politique elle-même, moi, je me focalise sur 4 volets politiques. Vision, idéaux, programme et projet. Et si on parle projet aujourd'hui, ça concerne le pays. Mais si on doit parler des programmes sur notre secteur d'activité,
Maintenant, ce qui concerne ce qu'il est en train de dire, produits finis, ce sont des produits fabriqués, transformés, après stockés et commercialisés. Le mot même parle déjà produit fini, produit semi-fini. C'est-à-dire que la réponse même est dans la prononciation de ce que le président y disait. Maintenant, monsieur le président, concernant tes projets sont déjà vus ici en Côte d'Ivoire. Est-ce que l'État actuel n'a pas ces programmes actuellement? Ça, c'était ma première question quand j'allais prendre la motion. Donc, deuxièmement, monsieur le président, de la manière que vous êtes en train de parler, je pense que vous êtes en train de parler comme une société privée. Vous n'êtes pas en train de parler comme un chef de l'État, en toute sincérité, parce que la Côte d'Ivoire, il a plusieurs secteurs d'activité. Mais vous avez pris un secteur déjà, d'après vous-même, que l'économie de la Côte d'Ivoire est basée sur l'agriculture. Je suis parfaitement d'accord avec toi, parce que c'est comme ça qu'a commencé l'histoire de la Côte d'Ivoire. Mais dans ce monde d'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'est pas simplement basée sur l'agriculture. Il y a plusieurs secteurs d'activité. Aujourd'hui, j'aime des gens qui ont des plans d'action stratégiques dans tous les secteurs d'activité. Parce que quand vous serez le chef de l'État de ce pays, vous allez réfléchir pour 32 millions d'habitants et pour tous les secteurs d'activité qui existent dans les différents compartiments et les différents paliers de notre pays. Donc, vous avez donné des chiffres. On va prendre ça comme ça. Moi, je t'encourage parce que tout jeune qui rentre dans la politique, qui parle déjà projet, qui parle programme, je pense que c'est une bonne vision. Mais avec une méthode empirique, lorsque vous serez dans ce groupe, je pense que vous allez mieux vous perfectionner. Mais pour le moment, déjà, c'est bien vu. Mais je vais m'arrêter là pour ne pas trop monopoliser la parole. Merci, voilà. merci, Voilà. merci, docteur. Allez, Siko, vas-y, tu as 5 minutes. Et faisons l'effort de tenir dans le temps, hein, parce qu'on a un certain nombre Non, ça m'énerve d'abord, parce que moi, je suis monté Non, c'est à toi. Ok, Mais il n'y a il pas a de souci. déjà parlé. Hein. Vas-y. Il n'y a pas de souci. Déjà, vas-y rapidement, s'il te plaît. Ok. Déjà, pour commencer, moi, j'aimerais dire que aujourd'hui, on présente là, parce que je ne vais pas revenir sur le programme de Luc, je vais revenir sur le sujet. Aujourd'hui, on présente la Côte d'Ivoire comme un État de droit. Mais l'une des caractéristiques primordiales de l'État de droit, c'est le respect de la loi. Lorsqu'une institution importante telle que la CEI ne respecte pas la loi, est-ce qu'on peut nous dire ici que réellement on est dans un état de droit? Bon, ça c'est une question en fait que je me pose. Et aussi, lorsqu'ici on essaie de venir justifier le fait que parce que en fait d'autres régimes n'ont pas respecté la loi, cela veut dire qu'on ne doit pas aussi respecter la loi. Bon, moi je ne sais pas qu'est-ce qu'on veut. Est-ce que le RAGP est venu, bon, même pas le RAGP, le LDR est venu en fait pour rétablir en fait l'état de droit, ou le LDR est venu pour continuer dans ce mécanisme-là qui consiste à toujours violer la loi, à toujours faire ce qu'on veut sans même regarder la loi. Pour ma part, moi je pense que normalement quand un parti politique vient, il essaie en fait de respecter la loi. Et lorsque moi je vois un président de la CEI qui vient s'asseoir devant tout le monde, dit qu'on va organiser les élections, on va organiser la révision de la liste électorale après les élections, il dit que c'est conforme à la loi, ça je suis d'accord. Et quelques mois après, il vient dire qu'on ne doit pas respecter la loi. Pour ma part, moi je pense que c'est un manque de respect vis-à-vis du peuple ivoirien, pas simplement des opposants vis-à-vis du peuple ivoirien, parce qu'il méprise en fait la loi, il méprise en fait les lois de la République que les Ivoiriens ont votées. Donc, comment je dis ça? Et lorsqu'on vient ici justifier, moi, c'est ça qui m'étonnera toujours, on vient justifier le non-respect de la loi. Parce que, le non-respect de la loi, sous prétexte qu'on a signé des accords politiques qui vont à l'encontre de la loi. Bon, moi, je ne sais pas, peut-être que Luc Armand va nous répondre après. Qu'est-ce qui prévaut entre la loi, le code de la loi, c'est-à-dire le code électoral qui est considéré comme une loi, le code des nationalités et même la loi sur le travail, et des accords politiques? Qu'est-ce qui prévaut lorsque des points des accords politiques sont en désaccord avec des articles de loi? Qu'est-ce qui prévaut? Pour ma part, je pense que c'est la loi qui prévaut. Donc, venir accepter des accords politiques qui vont faire violer la loi qui ne vont pas faire respecter la loi par la CEI. Bon, pour ma part, moi, je pense qu'en fait, c'est de l'amateurisme. Et je me demande réellement, si je ne connaissais pas son background au président de la CEI, moi, j'allais dire clairement que cette personne est incompétente. Parce que comment accepter un président de la CEI qui est un magistrat hors hiérarchie,
connaissant tous les articles de loi, peuvent venir accepter de signer des accords politiques qui lui mettront en difficulté demain. Pour ma part, si ce n'est pas des intentions, il n'a pas des intentions cachées derrière, bon, on peut vraiment se remettre en cause en fait sa compétence en fait à gérer ce genre d'institution-là. Donc pour ma part, moi je pense réellement en fait cette situation-là nous montre réellement que la Côte d'Ivoire en termes d'état de droit n'est pas au beau fixe. Bon, pour revenir en fait sur ce que Luc Hamon Bonnet, monsieur le président Luc Hamon Bonnet a dit, moi j'attendais à ce qu'il me donne en fait des poches bien précises d'où il allait retirer l'argent. Est-ce que c'était dans le ministère de la Justice, dans le ministère de, comment on appelle ça, dans la défense, ou est-ce qu'il allait tout simplement emprunter? Moi c'était ça. Bon, lorsqu'on me dit on va chercher les différentes poches ou retirer l'argent ou réduire, bon pour ma part, moi ça montre une fois de plus que son programme n'est peut-être pas véritablement ficelé parce qu'il ne connaît, parce que peut-être en fait, il ne connaît pas en fait les dépenses de l'État. C'est une possibilité, ça, je le respecte. Mais aussi, lorsqu'on vient ici, nous faire comprendre ici que c'est en ce qui concerne le marché international, je crois de l'agriculture, le MICA, comme on appelle ça, après d'ici 3 ans, moi je me pose la question, est-ce que c'est possible en fait, sachant très bien les études, sachant très bien qu'il y aura c'est ça, l'étude de faisabilité dit que ce sera pas après 3 ans, après, est-ce que l'étude de faisabilité sera possible en 1 an? Bon, et même la construction, 2 ans, bon, en tout cas, véritablement, j'ai quand même certains doutes. Et moi, en écoutant ce programme, ça me fait penser au programme, en fait, du RDA en 2010, qui nous promettait des logements sociaux à baisser, qui n'a jamais été tenu. Donc, est-ce qu'on va rentrer dans ce même état de figure où aujourd'hui on fait miroiter aux populations des choses qu'on sait que c'est impossible à réaliser? Ça, c'est une autre question qu'après peut-être il va me répondre. Bon, en tout cas, véritablement, moi je pense qu'il faudrait qu'on revienne dans des projets réalistes et pas nous faire miroiter en fait l'impossible juste arriver au pouvoir et après trouver des excuses disant que c'est parce qu'on n'a pas les moyens, ceci, cela. On fait ce qui est réaliste et pas ce qui en fait relève de l'impossibilité. Merci beaucoup. Merci Siko de tenir le temps, c'est génial, merci, c'est exemplaire, merci bien. Alors, Vieux Vincent, vas-y, tu as également 5 minutes pour réagir. Bon, déjà merci, hein, j'ai suivi de long, en large, si je peux me permettre de m'exprimer ici, en fait, votre débat, votre panel qui est assez instructif. Alors, la première des choses que j'aimerais déjà relever au sujet, en fait, de la CEI, parce que c'est le sujet principal. Alors, il y a quelques jeunes dont personne n'a relevé. Depuis l'entame de votre débat, j'ai écouté Tchélé, j'ai écouté Yao, dont j'ai apprécié beaucoup leurs interventions en ce qui concerne l'incohérence de cette CEI-là. Mais il y a quelque chose qui est important. Kokora a été monté. Le problème, en fait, les arrangements, en fait, normalement, la CEI doit faire appliquer ce qu'on appelle, d'accord, le code électoral. Le code électoral est un petit peu, en fait, d'accord, la boussole de ce que la CEI doit mettre en place pour les acteurs, les protagonistes. Il a fait part d'arrangements. Mais ce qui me chagrine en plus, si les arrangements sont formalisés. Parce que, en fait, à chaque moment, quand on dit, par exemple, que oui, pour le cas des mineurs et tout, oui, l'opposition a donné son accord. Oui, l'opposition. Mais on ne trouve jamais d'éléments et de documents officiels. On a eu le cas de Madame Yapobi qui a brandi un document que l'on voyait de loin, dont toutes les chapelles politiques, normalement, devaient avoir la copie. Aucune chapelle politique n'a exhibé ce document, y compris le RHDP. Donc, moi, il y a un problème, franchement, qui me chagrine. Le manque de sincérité et de, je dirais pas, la mauvaise foi, d'accord, que le parti au pouvoir a, et ceux qui soutiennent le parti au pouvoir. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut nous dire que tous ces arrangements-là ont été, d'accord, formalisés sur un document? Parce que depuis là, tout le temps, on cite là des articles de loi, on cite ça. Mais bizarrement, les échanges qui sont faits entre les acteurs politiques et la CEI n'a jamais, surtout sur des sujets qui semblent problématiques, comme ce que je viens d'évoquer, n'ont jamais de signature. On a l'impression qu'ils se sont retrouvés dans un bistrot. Et puis, bon, ils ont échangé. OK, bon, on se met d'accord, les gars, et puis on se met d'accord. Donc, pour moi, déjà, c'est un manque de responsabilité. Le deuxième élément que j'aimerais, en fait, sur lequel échanger avec vous, en ce qui concerne, je vois dans les commentaires, quelqu'un dit qu'ils ont signé. Donc, montrez-nous le document. Moi, je cherche juste à avoir des documents concernant cela. Alors, le deuxième élément sur lequel j'aimerais bien statuer, c'est aujourd'hui,
dire que non, cette CEI-là était l'appareil des différentes personnes, c'est-à-dire le PDCI RDA, c'est une création de Laurent Gbagbo. Déjà, avant de dire que la CEI est une création de Laurent Gbagbo, je ne pense pas, parce que le Front républicain, en 95, avait déjà demandé, en fait, d'accord, que le ministère de l'Intérieur ne soit plus en charge de l'organisation des élections. D'où, en fait, d'accord, à partir de 2000, on a eu ce qu'on appelle la CNE, à l'époque, si je me rappelle, la Commission nationale électorale. Donc, c'est pas, en fait, d'accord, une création exclusive de monsieur Laurent Gbagbo. Beaucoup de personnes derrière, déjà, et tout. Donc, il faut qu'on soit clair, il faut qu'on soit responsable. Il y a beaucoup d'incohérences au sein de cette CEI. Je vais venir sur un point qui est très intéressant. On vient ici, on nous dit que, par exemple, au niveau du contentieux, il y a eu des irrégularités. Concernant les irrégularités, M. Krak Kouakou, qui est le représentant, en fait, d'accord, du Front populaire ivoirien, de Pascal Afin-Guessan, avait fait cette requête-là, d'accord, au sujet des 6 millions, d'accord, de 6 millions d'irrégularités. Ils sont venus, ils ont mis complètement au rabais les 10 000. Il n'y a eu que 10 000 irrégularités sur les 6 millions. Alors, techniquement, quelqu'un ici peut nous démontrer comment se fait-il qu'il y a eu 10 000 irrégularités? Personne. Quand vous venez vous donner des résultats, vous présentez des résultats au peuple, il faut être pédagogue. C'est pas, moi je viens, je fais un recours. Je fais un recours, je vous donne un recours avec 100 000 irrégularités. Vous venez, vous me dites, non, bon, maintenant on met au rabais, on constate que 1000 irrégularités. Mais c'est pas parce que vous avez dit qu'il y a 1000 irrégularités qu'on va fermer la bouche. Dans un état où il y a la méfiance qui est absolue, il faut être au maximum pédagogue et être dans les détails. Et enfin, pour chuter, peut-être aussi j'aurai l'ambition demain, d'accord, d'être aussi peut-être un candidat dans ma région, dans mon village. J'espère, parce que pour l'instant, j'ai pas l'audace. Mais peut-être je vais aussi mettre une planète, d'accord, ou un truc, un champ spatial, quelque part, à hauteur de 250 milliards de francs CFA, qui va nous rapporter, peut-être dans ma région, à Dembokro, sur 5 ans, peut-être 1000 milliards. C'est possible. Mais je pense que si je vous le dis, c'est pour ironiser, vous allez rigoler. Mais il faut être, en fait, il faut être précis dans la faisabilité. Des gens nous avaient dit ici qu'en Côte d'Ivoire, on allait payer des logements, je sais plus, à 25 000 francs par mois. Sur 5 ans, on deviendrait propriétaire. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Et pourtant, à l'époque, les gens avaient applaudi. Si on était un minimum un petit peu sérieux, on allait demander à M. Alassane Ouattara, au lieu de donner des chiffres, faut qu'il nous donne la faisabilité de son programme pour qu'on comprenne quel est son mécanisme, comment il va procéder, au lieu de s'arrêter sur des chiffres et de s'esclaffer et de pouffer de rire pour dire les autres parlent, mais les autres donnent des chiffres. Donner des chiffres ne donne pas de la crédibilité. Quand on est crédible, on est méthodologique. Je vous remercie. Merci Insan, c'est toujours un régal de t'écouter. Voilà, les arguments sont pertinents et fluides. Alors, mon frère Kaza, vraiment, voilà, tu as écouté les uns les autres. J'aimerais bien t'entendre parce qu'il y a longtemps, tu es descendu, je t'ai pas entendu. Donc, vas-y, j'aimerais t'écouter. Kaza est là? Ouais, je suis Ouais, là. vas-y. Je suis là. Bonsoir à tous. Bonsoir spécial au président Luc Caman. Bonsoir à toi, mon frère Vincent, mon voisin, à Yao, à Siko, Merlin, Tchélé, Koubé, jeune premier à Kaza, toi. excuse-moi, on t'entend un peu de loin. On t'entend un peu bizarre. C'est bizarre. C'est bon maintenant? Vas-y, attends. Parle, vas-y, on va t'écouter. Là, c'est bon, on m'entend. Là, c'est le Kaza. Là, c'est le vrai Voilà, Kaza. Ok. Bon, cher ami, essayez de tapoter. On peut monter quand même jusqu'à 40K. Hein? C'est ambitieux, mais bon, voilà. Pourquoi pas? On a Luc Arba qui nous a donné un programme ambitieux tout à l'heure. Donc, on va le suivre, on va être ambitieux. Bon, voilà. Moi, j'ai dit, depuis tout à l'heure, je ne sais pas pourquoi vous avez peur de dire les choses. J'ai dit, la CEI est devenue une antenne du RHDP. On ne peut pas nous montrer le contraire. De tous les partis politiques en Côte d'Ivoire, ils s'entendent qu'avec le RHDP. Et à quelques degrés moins avec M. Bion. C'est le seul de l'opposition. Si tant est que je dois le mettre dans l'opposition, qui a dit qu'il n'y aura pas de LRE. Que lui pense, il dit qu'il n'y aura pas de LRE. Voilà. La CEI est devenue une antenne du RHDP. C'est dommage que M. Kokora soit parti parce que avant, Flavio, avant que Kokora ne prenne la parole, j'avais déjà prédit ce qu'il allait dire. Et ça devient vraiment pénible avec nos amis du RHDP. Je vous dis à chaque fois, quand on vous accuse de quelque chose, il faut que vous partez chercher dans le passé les mêmes choses. Mais qui vous a dit que ce que les gens ont fait avant là, c'était bien? Qui a dit que c'était bien?
Mais je pense que c'est parce que ce n'est pas bien que vous avez demandé le suffrage des Ivoiriens qui vous ont accordé. Mais si c'était pour faire la même chose, mais fallait laisser M. Laurent Gbagbo continuer. Fallait laisser Bédié continuer. Mais à chaque fois, venez, non, M. Kokora qui nous dit, bon, il a fait un aveu, ça c'est depuis hier, que la CEI appartient effectivement, le monsieur qui dirige la CEI, on dit commission électorale indépendante. Lui, il vient nous dire, non, la CEI a été dirigée par le PDCI. Parce que voilà ces thèmes. Vous, quand vous avez dirigé, et nous, quand nous dirigeons, ok, d'accord, donc c'est bon, ça, moi, je le savais depuis. Peut-être que ouais, nos jeunes frères ne le savaient pas, mais merci de leur donner l'information. Mais ce qui est bien, il travaille pour le RHDP. Parce que comment se fait-il que, dès qu'on parle de la CEI, c'est des gens du RHDP qui montent pour venir défendre la CEI. Même sur les plateaux télé, mais c'est quand même un peu cocasse. Non, mais franchement, ça dit, c'est le RHDP qui est le défenseur numéro 1 de la CEI. Et quand M. Kubé vient dire, nous ne sommes féodés à aucun parti politique, mais ce n'est pas vrai, M. Kubé. Ce n'est pas vrai. On fait un programme pour 4000 personnes. On n'en a que 1000. 4 millions, ah pardon. 4 millions, pardon. 4 millions de personnes, pardon. 4 millions de personnes. Mais bon, à supposer, s'il y avait 4 millions d'Ivoiriens qui étaient inscrits sur la liste électorale, effectivement. Mais c'est que ce n'est pas encore fini, hein. Parce que pour 4 millions, on a prévu jusqu'au mois de juin. On a eu 900 000. On a tenu quand même le même programme jusqu'au mois de juin. Monsieur Kokora nous pose la question, ouais, c'est du jamais vu, on n'a jamais enrôlé les gens de 17 ans. Ben oui, c'est du jamais vu, on n'a jamais fait une LRE en 8 mois. Ça aussi, c'est du jamais vu. Mais on est en progression ou bien on est en régression? Pendant qu'il y a des outils informatiques qui sont aussi développés aujourd'hui qu'en 2010, en 2015, lui, il est témoin de ça, lui, il est dans le domaine. On pouvait traiter des données en 3 mois. Aujourd'hui, on peut traiter moins que ce qu'on traitait en 3 mois. Aujourd'hui, on peut les traiter seulement qu'en 8 mois. Non, il ne faut pas se foutre quand même de la gueule des Ivoiriens. On n'est pas quand même des neuneux. Et quand on dit ça, il y a des gens qui montent sur des panels pour dire oui, l'opposition, l'opposition, l'opposition. Vous avez que ça dans la bouche. Mais soyez un peu la cohérence là. Ça dit, vous n'allez pas à chaque fois nous dire non, vous n'êtes pas cohérent, vous n'êtes pas cohérent, vous n'êtes pas cohérent. Non. C'est vous qui n'êtes pas cohérent, vous. Je vais quand même dire un mot sur monsieur Lucas quand il va prendre sa parole. Moi, bon, tu as donné ton programme, hein. Moi, j'ai un problème avec les hommes politiques. Et moi, mon problème, c'est quoi? C'est-à-dire, on fait des promesses. Bon, c'est le retour du communisme. Je suis d'accord avec certains points, hein, mais c'est le retour du communisme à outrance. Donc, il faut chiffrer le programme. Et puis, on va voir. Parce qu'un programme, quand il n'est pas chiffré, moi, ça me gêne. Voici la Côte d'Ivoire en est capable. Parce que le RDR nous a fait le coup, n'ont pas chiffré le programme. Résultat de course aujourd'hui, on a 30 000 milliards, 28 000 selon d'autres, 40 000 selon d'autres. Tout est-il que nous sommes hyper endettés. Même si on nous donne des chiffres en disant que, voilà, on est dans les clous prévu par l'UMOA, mais nous sommes endettés. Donc, moi, j'aimerais t'entendre quand tu vas prendre ta parole, par exemple, la scolarisation. Rien n'est gratuit sur la terre, hein. Rien n'est gratuit. L'école gratuite, l'hôpital gratuit, qu'on nourrit les enfants qui vont à l'école, le sac à dos, la tenue scolaire, les accompagnements, tout ça c'est gratuit, mais est-ce que le programme, est-ce qu'il est chiffré? Voilà. S'il est chiffré, il faut nous donner les chiffres, et puis on va voir. Moi, je vous préviens tout de suite, ça va vous donner des maux de tête. Parce que ce que je vois là, c'est le communisme à outrance. Moi, je suis pas pour ça. C'est vrai que j'ai un film social, mais oui, mais le socialisme à tout va là, pardon. Ça, c'est pour mettre la Côte d'Ivoire en banqueroute. Merci. Ok, merci à toi. Alors, on va remonter avec mon ami. Flavio,
Oui, Avec toutes ces interpellations-là, ça fait beaucoup. Tu vas pas me laisser un temps de parole avant de tu vas remonter. parler, Président, attends. Il y a La juste... motion, tu peux Non, poser la c'est parce que je suis en train de perdre le fil Attends, des préoccupations. Donc, c'est un peu compliqué. Président. Oui, mais toi, tu me donnes 5 minutes. En 5 minutes, je ne peux pas Je répondre à vais te tout, donner un tout bon ça. temps. Ne t'en fais pas. Je vais te donner même 10 minutes après. Mais permets que jeune premier s'exprime rapidement et puis après, ça sera toi. Président, faut chiffrer ton programme. Où tu vas trouver l'argent là pour venir financer toutes ces mesures sociales là sans créer d'entreprises qui vont te générer des impôts pour pouvoir donc utiliser l'argent de ces impôts là pour financer ça. Je sais pas, mais bon, tu vas nous expliquer ça tout à l'heure. Jeune premier, vas-y, tu as 5 minutes rapidement et puis ensuite, Luc Hamon va pouvoir, le président de EMCI va pouvoir développer son programme. Parce qu'aujourd'hui, ce sera essentiellement sur une partie de son programme notamment. Merci beaucoup. Mais tu vas, monsieur Télé, attendez, tu vas lui faire des motions. Je préfère procéder comme ça. Quand il va s'exprimer, je vais vous laisser la possibilité de lui faire des motions. Quand il aura fait, on va lui donner 5 minutes, il va exposer les grandes idées. Et après 5 minutes, on va lui faire des motions pendant les 5 minutes. Jeune premier, vas-y. 5 minutes. Essaie de tenir là-dedans, s'il te plaît. Ouais, je tiendrai là-dedans. Je voudrais donc dire, en fait, ce que je vais dire, c'est un point de vue général qui va de soi pour le programme de Luc Hamon et aussi pour la CEI. Vous savez, quand on veut diriger ou bien quand on a pour ambition de diriger une institution ou peut-être être à la tête donc d'une administration, on a une feuille de route, on a des objectifs qui sont assignés et on peaufine donc ces objectifs-là pour faire en sorte qu'on puisse mettre en place des démarches ou des méthodologies pour pouvoir les réaliser. Luc Hamon nous parle donc des objectifs économiques. Il va tantôt sur le marché des produits agricoles, ne faisant pas cas donc de la priorité de la Côte d'Ivoire. C'est méconnaître donc la situation sociopolitique de la Côte d'Ivoire. Est-ce que la priorité aujourd'hui, c'est de peut-être aller sur les produits agricoles? Si oui, quels sont les chiffres, quels sont les indicateurs qui lui permettent donc de faire cette analyse? Sinon, pourquoi est-ce qu'il ne va pas sur la priorité? On n'en sait absolument rien. Et c'est ce qui est très, très médiocre pour donc nos politiques africaines. Je ne dis pas pour toi, hein, je dis de façon générale parce qu'en Afrique, on a des gens qui prennent donc des postes et quand ils prennent les postes, ils ne font pas le diagnostic pour savoir ce qui a moins bien marché et pouvoir capitaliser sur les faiblesses ou sur les forces pour pallier les faiblesses. C'est ce qui est un peu gênant. Voilà, mais sur ces années, quelles ont été les forces et faiblesses et quelles sont les priorités de l'État à l'heure actuelle? Est-ce que les priorités, c'est de faire un MICAP, semi-développé, semi-industriel, tout ça? Est-ce que ce sont les infrastructures immobilières et tout? Si oui, il faut que ça soit chiffré. Comment est-ce qu'on fait en sorte pour pouvoir atteindre cet objectif? C'est chiffré. En ce moment, c'est méthodique, c'est sûr et c'est transparent. C'est pour ça que je dis que c'est un peu général. Parce que la CEI, quand M. Kubier prend la tête de la CEI, il a fait le tour de tous les plateaux télé. Au niveau national, niveau international, si effectivement les Ivoiriens comprenaient anglais, ils seraient partis en Angleterre et même aux États-Unis. Comme il sait que les Ivoiriens parlent que le français, il s'est limité donc à la France, mais il a communiqué longuement sur le fait de sensibiliser, sur le fait de la méconnaissance donc des textes et lois des Ivoiriens, sur le fait que les Ivoiriens ne s'intéressent pas donc à la politique, parce qu'ils ne savent pas que ce sont eux qui donnent le cutus à celui qui est élu. Il a parlé de beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, on constate qu'il est en train de faire l'économie de ces choses qu'il lui-même décriait hier. C'est parce que ces choses ont été mal gérées qu'on a pu assister donc à des crises au point où les Ivoiriens se sont désolidarisés ou bien se sont retirés de la confiance ou bien ont retiré la confiance qu'ils avaient en cette institution. Donc les erreurs du passé n'ont pas pu permettre à M. Kubier de pouvoir mettre en place une démarche structurée scientifique raisonnable. Et il en va de soi pour tout le monde. C'est cette mauvaise foi qui fait qu'aujourd'hui, moi je suis désolé que les bras valides, les têtes pensantes de l'Afrique préfèrent rester en Occident, même si ils sont méprisés au-delà des compétences qu'ils ont. Parce que quand chez nous, avec tout ce qu'on a, on va aller et les gens vont nous chier dessus, ils vont nous cracher dessus, tout simplement parce qu'on a la bonne volonté de voir les choses marcher. Parce qu'aujourd'hui,
quand j'entends donc des intellectuels nous dire que non, la révision ne pourra pas se faire, des soi-disant docteurs, mais moi je suis choqué. Quel principe accordons donc à la parole qui est aujourd'hui sacrée? La parole est sacrée. Quand vous donnez votre parole, il faut la respecter. C'est ce qu'on dit que quand tu promets, il faut faire. C'est pas parce que M. Ouattara a des difficultés à respecter sa parole que cela doit devenir un cas d'école pour tous les dirigeants ou pour tous les décideurs en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est Bakongo qui va se dédier, c'est Cuibia qui va se dédier, c'est César Kambile qui va se dédier, c'est la Cour constitutionnelle qui va se dédier. Finalement, où est-ce que nous allons? Où est-ce que nous allons? À un moment donné, il faut que nous, Ivoiriens, sachions exiger la qualité. Parce que si nous continuons dans ça, nous allons toujours rester au même niveau que les pays que nous disons pays sous-développés, mais avec lesquels on fait pas l'économie de nous comparer en fait. Parce qu'aujourd'hui, quand on veut comparer ou on veut mettre en œuvre notre développement, on se compare à ces pays sous-développés, on ne se compare pas aux pays développés. Et quand on remet ça en cause, on dit non, mais ceux avec lesquels vous nous comparez, ils ont 200 années de lumière. Mais non, parce que quand on est dans une classe, on ne se compare pas au dernier, on se compare au meilleur. Quand on fait une note en classe, on a tous fait les classes. Celui qui a 20 là, c'est lui qui pense à faire pour vérifier. Pourquoi est-ce que toi, tu as une moins meilleure note que lui? Il faille un instant raisonner, savoir que la Côte d'Ivoire a des priorités. Et donc, quand vous devez faire des démarches, identifier les priorités, raisonner en fonction donc des faiblesses et des forces pour pouvoir capitaliser là-dessus pour présenter quelque chose de potable. Merci, mon jeune frère, jeune premier. Luc Armand, bon, tu as été indexé un certain nombre de fois. Donc, je te laisse 5 minutes pour pouvoir, on va dire, faire un propos préliminaire par rapport à ces interventions-là. Et puis ensuite, s'il y a des précisions, des discussions avec les personnes qui t'ont indexé, on pourra les faire en 5 minutes. Ensuite, ça sera Yao qui va pouvoir intervenir. Donc, vas-y, très cher président. Merci beaucoup. Je suis là. Effectivement, je suis là. Merci beaucoup. Concernant la CEI, c'est la Commission électorale indépendante. Voilà. Elle est indépendante, elle fait son travail. Nous, on n'a pas de problème avec la CEI. Voilà. Il existe en Côte d'Ivoire 25 678 bureaux de vote. C'est clair et net. Nous cherchons 25 678 personnes qui vont nous représenter dans tous les bureaux de vote. Nous avons créé une application, EMCI Vote. Le soir du scrutin, ils vont prendre des photos et les photos seront automatiquement transmises dans la base de données de EMCI à partir de 20h, 22h. Lorsque tous les bureaux de vote seront fermés, nous saurons si oui ou non nous avons perdu. Combien ça va nous coûter? La connexion Internet, c'est 500 francs par personne. Multiplié par 25 678 personnes, ça nous donne 12 839 000 francs. Après cela, ces personnes, ils doivent bien manger, se nourrir. 2 000 francs par personne pour se nourrir, on est à 51 356 000 francs CFA. Plus les 12 839 000, on est dans un total de 64 195 000. On n'a pas besoin de dire que la commission électorale est en train de tricher. Si nos gars sur le terrain, si nos représentants sur le terrain ont décidé de se laisser corrompre par l'argent, c'est leur problème. Nous, on a un projet, on va aller présenter ce projet. Que nos représentants fassent leur travail sur le terrain et c'est tout. Voilà, donc concernant la CEI, nous, on n'a aucune difficulté avec la CEI. On n'a aucun problème avec la CEI. Les conditions de l'élection sont connues. Tout candidat qui respectera les conditions ne sera pas candidat. C'est simple comme bonjour. Et si nous, on n'a pas la possibilité d'être candidat, mais on présentera quelqu'un d'autre à EMCI. Parce que celui-là, il viendra porter le message. Et le même programme que je suis en train de vous dire, il y a des multitudes de personnes qui peuvent présenter ce même programme-là dans EMCI. Et il y en a pléthore. Je vais commencer maintenant à répondre aux questions. Parce que moi, j'en ai fini avec ce débat sur la CEI. Il y a le premier intervenant qui a parlé de diversifier. Pourquoi je parle de l'agriculture? Déjà, un programme présidentiel s'appuie sur les acquis et sur les capacités. La Côte d'Ivoire n'a pas les capacités de défier d'autres pays dans d'autres sphères ou bien dans d'autres domaines d'activité. En matière de services, donc la position de services, nous ne pourrons ni développer, ni dépasser le Maroc, ni la France, ni l'Angleterre, ni quelconque pays. Le potentiel unique de la Côte d'Ivoire, parce qu'aujourd'hui, quand on parle de pétrole, on parle de mines. Aujourd'hui,
la planète est en train de se tourner vers des énergies renouvelables, des énergies durables. Ça veut dire que le pétrole, à long terme, ne pourra pas permettre à la Côte d'Ivoire de se développer. Aujourd'hui, les voitures électriques sont en train d'arriver en Côte d'Ivoire. En Chine, c'est que des voitures électriques. En France, c'est que des voitures électriques. Le pétrole va sombrer. Il sera peut-être utilisé pour faire les sachets. Et même les sachets encore sont actuellement en train d'être sur le marché, en train d'être retirés. Donc, nous, en tant que mouvement de gauche, on ne peut pas prôner des produits qui polluent l'air, qui polluent l'atmosphère. C'est pour ça, nous revenons à la base. La Côte d'Ivoire, la terre ivoirienne est riche. La terre ivoirienne produit, même devant ta maison, tu plantes manioc, ça pousse. L'économie de la Côte d'Ivoire repose sur l'agriculture. C'est simple comme bonjour. On revient sur ce principe-là. Et c'est ce principe-là qui pourra permettre à notre pays de sortir du sous-développement pour atteindre le développement. C'est pour ça le projet là. Le projet, c'est le... Au fait, quand tu veux diriger un pays, il faut avoir quand même une vision. Vous dites où on va enlever l'argent. Je vous dis, les projets qu'on est en train de mettre en place là, ce sont ces projets-là qui vont nous permettre de financer les projets sociaux. Mais qu'est-ce que vous ne comprenez pas? J'ai dit le MICA. Le MICA coûtera 300 milliards. Et vous me dites l'étude de faisabilité. Le MICA, c'est la profil conforme du marché international de Rungis en France. Toutes les études sont faites. On a tous les dossiers, tous les documents. Comment ça a été fait? Qui a fait? Comment ils ont fait? Combien ça a coûté? Je vous dis, on n'a pas besoin d'aller chercher midi à 14h. Avec une coopération directe avec la France, le MICA pourrait être installé même au moins de 3 ans. Voici où l'intelligence ivoirienne doit nous pousser à aller. On ne fait pas de projet pour le faire. Même avec un partenaire avec la Chine, le MICA peut être installé en moins de 3 ans, je vous le dis. Et c'est pour ceux qui ne croient pas, qui disent qu'ils vont installer des tours Eiffel dans leur village. Moi, je suis quelqu'un, je fais. Je ne dis pas. Voilà, je fais. Moi, je suis sur le terrain, puis je fais. Pour les parrainages, il y en a qui n'ont jamais cru que nous, EMCI, on aurait pu avoir les parrainages. Mais vous serez déçus. Vous serez dessus. On est parti chercher dans 23 régions. On a pris près de 187 personnes qu'on a mis sur le terrain. Est-ce que vous pensez que c'est du jeu? Moi, quand je dis, je fais parce que je sais que j'ai la capacité de le faire. Les EMCI, on sait qu'on a la capacité de le faire. Donc, pour ceux qui ont des doutes, doutez de vous-même, mais ne doutez pas de moi. Parce que moi, pour ceux qui n'ont pas le cran, pour ceux qui n'ont pas le charisme, pour ceux qui n'ont pas la carrure, pour ceux qui n'ont pas la capacité, pour ceux qui n'ont pas l'intelligence, pour ceux qui n'ont pas la fougue et la vigueur de présenter des projets pour faire sortir leur pays de tout ce qu'on traverse, mais vous n'avez pas le droit de citer. Parce qu'on parle des jeunes aujourd'hui qui sont prêts à relever des défis. C'est ça la jeunesse. Quand tu es jeune, tu as la capacité de relever les défis. Et nous sommes pour les défis. Et ces défis-là, nous allons les relever. Premièrement, le MICA. Deuxièmement, le ZITSF. Troisièmement, le ZTF. MICA, le marché international centralisé d'Abidjan. Les produits qui sont déjà produits sur le terrain en Côte d'Ivoire, dans nos champs, la tomate, l'aubergine, manioc, le riz, la graine, la canne à sucre, tout ça, on va centraliser ça dans un marché qui sera entre un marché moderne qui sera entre le port et l'aéroport d'Abidjan sur une superficie de 3000 hectares. Voilà, 3000 hectares. Et ça sera une ville dans la ville. Parce que les produits, ils seront déversés et seront bien conservés. On aura des produits de qualité qui seront exportés dans tout le monde entier. Et nous deviendrons une force économique. À travers maintenant le MICA, nous allons concevoir maintenant le ZTSF, c'est-à-dire la zone industrielle de transformation des semi-finis. C'est ça le produit, c'est ça le projet. C'est ça le projet. Écoutez-moi très bien. Je ne suis pas en train de m'amuser, je ne suis pas en train de plaisanter. J'ai dit, à travers le MICA, parce que le MICA, quand le MICA sera en pleine capacité, il va nous rapporter 1500 milliards de francs CFA. À travers le MICA, nous allons réaliser la zone industrielle de transformation de produits semi-finis. Les produits semi-finis, où on va les enlever? Mais on a déjà le MICA qui est là. On a déjà le MICA qui est là. On s'en va chercher les produits bruts dans le MICA, les produits de qualité, et on va faire la première transformation en produits semi-finis. Les Ivoiriens consommeront les produits semi-finis et on va exporter ces produits semi-finis encore dans d'autres pays. Troisième partie maintenant de ce projet, c'est la zone de transformation de produits finis. On a déjà la zone de transformation de produits finis qui est en place
On va utiliser les produits semi-finis. Donc, la zone de transformation va devenir la première cliente de la zone de transformation de produits semi-finis. On récupère les produits là-bas, on les achète là-bas et on les transforme en produits finis. On revend sur le marché ivoirien et on revend sur le marché international. Mais tout ce que j'ai dit là, les revenus, parce que ça va donner du boulot aux Ivoiriens. Parce que le MICA seulement, c'est plus de 200 000 emplois. Il y aura des agents de sécurité, les agents de nettoyage, les agents d'entretien. Il y aura toutes sortes de boulots, des commerciaux, des fruitiers, des marchands de fleurs, tout ça, des fleuristes, il y aura tout. 200 000 emplois dans le MICA. Mais dans les champs, qui sont ceux qui vont travailler dans les champs? Qui sont ceux qui vont produire les produits pour le MICA? Mais ce sont nos éleveurs, ce sont nos agriculteurs sur le terrain. Mais ceux-là, ils auront du boulot. Troisièmement, qui sont ceux maintenant qui vont travailler dans la zone industrielle de transformation de produits semi-finis? Mais ce sont les Ivoiriens, il y aura du boulot. Quand il y a de l'argent dans le pays, mais tout avance. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Dernier point, quand on parle de la transformation finie, c'est de grosses industries, c'est pas les petites industries. Je vous parle de grosses industries où on aura des partenariats, des transferts de technologies pour qu'on puisse transformer nos produits en produits finis. Mais quand c'est des produits finis, ça coûte plus cher. Regardez les VA. On vend les VA en produits semi-finis qui sont transformés dans des industries à forte température et puis on vend ça moins cher. Mais on peut les transformer ici. Et puis le pneu, vous savez combien un pneu coûte? Vous savez combien, ici en Côte d'Ivoire, on achète les pneus réchappés. Mais est-ce que vous connaissez le prix d'un pneu? Mais si la Côte d'Ivoire réussit à transformer, à avoir son pneu, même les serviettes. Mais si on réussit à transformer tout ça, vous voyez combien de fois l'économie ivoirienne va respirer les foyers. Le prix de certaines marchandises vont baisser drastiquement. Mais qu'est-ce que vous comprenez pas? Attends, je suis un peu... Attends, je vais terminer, désolé. Je vais terminer. Flavio, excuse-moi. Je dis, les recettes, l'argent qu'on va recevoir et les recettes de nos 3 projets vont permettre de financer les projets sociaux. Voilà. J'ai dit où on va enlever l'argent. Les recettes de nos produits là, c'est environ 10 000 milliards par an. Avec cet argent, déjà, le marché international sera ouvert à nos différents emprunts. Une fois qu'on va commencer à emprunter, parce qu'on a beaucoup d'argent, on peut mettre dans le social. Quand j'ai dit logements sociaux là, j'ai dit dans le social. Les mères seules qui ont 1, 2 enfants seront logées dans des logements sociaux gratuitement. Je n'ai pas dit elles vont payer un montant, j'ai dit gratuitement. Les jeunes qui sont mariés et qui sont mariés, les jeunes qui viennent de sortir, qui travaillent, qui sont mariés, auront des facilités pour avoir les logements. Il n'y aura plus d'enfants de la rue parce que les enfants seront mis dans les centres de recueil, dans les zones où on pourra les entretenir ou bien dans les familles d'accueil qui seront eux bien aisés. Il n'y aura plus d'enfants de la rue. Quand EMCI viendra au pouvoir, il n'y aura plus d'enfants de la rue. Nous allons sortir tous les enfants de la rue parce que la jeunesse, les enfants représentent l'avenir de notre pays. Il n'y aura plus de femmes battues parce que je vais chuter. Non, je vais chuter. J'ai dit, l'homme qui vit avec son épouse, avec qui on a donné un logement. Pourquoi on va leur donner le logement? Lorsque l'homme décidera de faire du mal à sa femme, parce que nous allons protéger les femmes, un homme qui bat sa femme sera purement, simplement chassé de cette maison et c'est la femme qui bénéficiera de la maison parce que nous allons protéger les femmes et les enfants. C'est eux l'avenir de notre pays. Merci beaucoup. Merci. Je trouve que c'est trop du copier-coller de la France à la Côte d'Ivoire et je trouve que c'est pas les mêmes mentalités. Il faut faire attention à ça quand même. C'est vrai qu'on doit évoluer dans ce sens-là, mais penser qu'on peut placader un système français sur le système ivoirien, je trouve que c'est pas totalement réaliste. Alors, c'est là... Pardon. Est-ce qu'on peut avoir une motion, s'il vous plaît? Il n'y a pas de souci, les gars. Attendez, je vais te dire quelque chose. Moi, j'ai une première motion. Lucas, dans le PIB ivoirien, là, quelle est la part de l'agriculture aujourd'hui? Est-ce que l'agriculture est le secteur majoritaire dans notre PIB? Non, l'agriculture n'est pas le secteur majoritaire de notre PIB. Et quel est le pourcentage? Pardon, premier pas. Non, mais attendez. Non, je demande le pourcentage. Non, calmez-vous. Non. J'ai dit, notre produit intérieur brut, il est composé des revenus de toutes les sociétés, même qui exercent en Côte d'Ivoire. Toutes les grandes entreprises, les multinationales. Attends, mais... Non. Attends, je sais où ta question veut partir. Je sais où tu veux ta question. Je veux savoir juste quel est le secteur. J'ai dit,
Pardon, président. J'ai dit. Permets-moi, pardon, président. Ton respect. Mais tu me poses une question, laisse-moi. Bon, ok, bon, vas-y, bon, c'est que posez bien vos questions. Si tu finis de poser ta question, maintenant tu me donnes la parole, je vais où je vais. Voilà, on va faire comme ça. Président, la question c'est de savoir quel est le secteur majoritaire dans notre PIB en 2025 aujourd'hui, là, où on est, ou en 2024 si tu veux, ou même 2023. Quel est le secteur qui porte notre économie en majorité? Merci. Vas-y, président, tu as 2 minutes pour répondre. Désolé, mon micro était fermé. Merci beaucoup. Je dis et je répète, tu as posé la question parce que tu estimes que en Côte d'Ivoire, l'agriculture n'est pas trop développée. Il n'y a pas de souci. L'agriculture représente environ, je crois, entre 15 et 16%. Regardez. Entre 15 et 16%. Maintenant, il y a le secteur secondaire de l'agriculture, les produits de transformation. Il y a beaucoup de sociétés internationales qui gisent dedans. Ça, c'est environ 30, 27%, 25% par là. Eux aussi, ils sont dedans. Il y a le secteur aussi tertiaire. Il y a le secteur tertiaire, il y a beaucoup. Bon, le secteur des services, on va appeler ça le secteur des services. Orange, MTN, la CIE, la SODECI, c'est eux qui ravent tout. Eux, ils sont environ à 60, 80, 60, 50% par là. Donc, c'est eux qui sont majoritaires dans notre PIB. Mais ce que je veux te dire, quand je dis que le secteur agricole va passer de 16% ou bien de 17% de notre PIB à au moins 60 à 70%. C'est ça l'objectif au fait. C'est ça. C'est justement parce que le secteur agricole ne représente rien, pas beaucoup en tout cas dans notre secteur et dans notre PIB, qu'on va pousser le secteur agricole jusqu'à 70-60% de notre PIB, de notre produit intérieur brut. Donc j'ai très bien compris ta question. Je sais que tu l'as dit parce que tu estimes que le secteur agricole n'est pas assez développé et ne participe pas trop à l'économie de notre pays, mais justement parce que on a laissé le secteur agricole à certaines personnes ou à certains agriculteurs qui ne sont même pas encore mécanisés, qui n'ont pas tous les mécanismes nécessaires pour la production. Mais donc, le MICA vient là, simplement pour créer un vrai secteur agricole en Côte d'Ivoire. Je dis, l'économie de la Côte d'Ivoire, l'économie du pays repose sur l'agriculture et reposera sur l'agriculture. Voilà, et c'est le seul secteur dans lequel on peut exceller. Au-delà de cela, les autres secteurs, on ne pourra pas exceller. Pourquoi? Parce que les revenus de ces autres secteurs ne sont pas partie intégrante automatiquement de notre produit national brut. Parce qu'ils sont dans le PIB, mais ils ne sont pas dans le PNB. Parce que ces sociétés-là ne nous appartiennent pas. Alors que le secteur agricole sera un secteur pour les Ivoiriens et avec les Ivoiriens. Voilà ce que je dis. Merci, Président. Président, excuse-moi, mais il faut que tu ailles travailler la question. Parce que, au fait, pour qu'on puisse s'en sortir là, justement, il faut que la part de l'agriculture dans notre PIB recule. C'est ça le vrai objectif. C'est pas le contraire. Parce que tu connais, regarde tous les pays développés là, tu verras aucun pays où l'agriculture dépasse ne serait-ce que 10% du PIB. Faut regarder, fais cette étude là, je te demande ça. Contrôle tous les pays, tu prends les États-Unis, tu prends la France, la Chine, le Japon, tu verras que globalement, dans ces pays-là, l'agriculture ne dépasse pas les 10% du PIB. Il faut qu'on réduise la part. Toi aussi, hein. Fabio, je suis pas d'accord avec toi aussi, si je peux. Fabio, tu n'as rien compris. Flavio, attends. Flavio, s'il vous plaît. Non, une minute. Tchèlè, s'il te plaît. Tchèlè, s'il te plaît, j'ai dit une minute. Non, une minute, s'il vous plaît, j'ai dit une minute. Flavio, les pays que tu viens de citer là, s'ils nous ont mis en esclavage là, c'est pour l'agriculture. Des matières premières là. C'est à cause de ça, c'est à cause de l'agriculture. J'ai dit c'est pour l'agriculture qu'ils nous ont mis en esclavage. Nos parents là, c'est les champs de coton aux États-Unis qui partaient faire. Est-ce qu'ils sont partis aux États-Unis pour aller faire les services? Le secteur agricole est le meilleur, est le secteur qui permettra à un pays de se développer. Aucun autre secteur ne peut permettre aujourd'hui, je dis aujourd'hui,
Parce qu'arrivé à un moment, après le secteur agricole, c'était le secteur pétrolier. Je dis, Flavio, aujourd'hui, le secteur qui pourra permettre à la Côte d'Ivoire de sortir et de devenir un pays riche, développé, c'est le secteur agricole. Nos parents ont été déportés dans les îles, aux Antilles, en Guadeloupe, en Caraïbes, pour aller travailler dans les champs de coton et de canne à sucre. Tu pensais que les Blancs, ils faisaient quoi avec les champs là? Oh, en Italie, nos parents qui sont partis en Italie, qu'est-ce qu'ils font là-bas? Ils travaillent dans les champs de tomates. Parce qu'ils ont commencé la xénophobie, le racisme, les Noirs ont quitté l'Italie. Aujourd'hui, l'économie de l'Italie baisse. Ça veut dire que Meloni a commencé à donner des titres de séjour à près de 700 000 Africains pour qu'ils repartent travailler dans les champs. Je dis, Flavio, le secteur agricole est le meilleur, c'est le secteur qui pourra permettre à tout autre pays de sortir du sous-développement. Merci beaucoup. Merci. Bon, Président, bon, j'ai donné l'information. Vous pouvez aller vérifier. Voilà, la motion va. Dans tous les grands pays, pardon, mais la part de l'agriculture est inférieure à 10% du PIB. Il faut que la part de l'agriculture dans notre PIB diminue. C'est ça qu'il nous faut. Merci. Cela étant dit, vas-y, tu as 1 minute pour ta motion. Ok. Effectivement, pour te rejoindre, en fait, Flavio, il faut comprendre que l'agriculture, en fait, quand on compare, en fait, l'époque d'accord de l'esclavage et maintenant, c'est deux choses différentes. Parce qu'en fait, il y avait le substitut, en fait, de l'homme aux machines. Parce que la révolution industrielle, en fait, a succédé, en fait, d'accord à l'esclavage. Il faut prendre le contexte. Donc, les hommes, en fait, d'accord, la quantité d'hommes remplaçait les machines. Aujourd'hui, en fait, pour le cas de l'Italie, il y a une spécificité. Il y a une main-d'œuvre demandée qui est agricole, qui n'est pas sur toute l'année. Elle est saisonnière. Sinon, il y a le complément de ce qu'on appelle la motorisation agricole qu'on n'a jamais atteint. En Côte d'Ivoire, par exemple, vous ne pourrez pas utiliser des machettes de 1960 à 2025. Donc, il faut faire un véritable diagnostic et ne pas dire des phrases, en fait, qui sont comme des slogans. Mais je veux venir sur quelque chose de très important. En ce qui concerne le MICA, on a entendu les conséquences du MICA. Vous nous avez dit, Monsieur le Président, que les conséquences du MICA serviront, en fait, à contribuer au social, financer dans le social. Mais je veux savoir clairement, quel est votre mode de financement? Comment allez-vous procéder à mettre en place le financement du MICA? Merci. Merci. Président, pardon, il faut qu'on tourne la parole. Merci. En 1 minute. Non, voilà. Mais attends, on m'a posé la question. Le débat est intéressant. Tu vois, les gens viennent. Faut pas faire ça, Flavio. On va revenir sur ton affaire de CEI là. Faut pas faire ça. Pas les gens ça. viennent. Président, c'est pas ça. Je dis pas que quand le débat est intéressant comme ça là, quand le débat est intéressant, on entend parler aux autres qui veulent parler aussi. On est en train de parler de la Côte d'Ivoire. Moi, je suis fier de vous. Vas-y. Non, attends. Moi, je suis fier. Attends. Flavio. Attends. Vas-y, président. Calme-toi. Flavio, je dis et je répète, moi, je suis fier de vous. Parce qu'on est en train de parler de notre pays. Tu comprends? Ça, c'est un vrai sujet. Les gens viennent écouter parce qu'ils sont intéressés. Comment on fait pour sortir notre pays de là où il se trouve? Voilà. Comment on va... Les revenus dont je parle du MICA, ce sont les revenus des entrepôts, donc des sociétés qui viendront s'installer pour faire la vente de produits. Parce que l'État de Côte d'Ivoire ne va pas se charger de vendre les produits. On va juste créer l'espace, créer le MICA, créer la structure, faire les constructions de base pour que les sociétés viennent s'installer. Maintenant, c'est la taxation, les taxes des différentes entreprises qui y paieront. C'est ça qui est évalué à près de 1500 milliards. Sinon, le chiffre d'affaires du MICA, c'est des millions de milliards. Mais l'argent ne revient pas directement à l'État. Mais nous allons taxer à hauteur de 10%, voire 15%. Voilà, pour ne pas que la taxe soit trop. Et puis, c'est ces taxes-là maintenant qui reviendront à l'État de Côte d'Ivoire. Donc, ces 1500 milliards-là, c'est seulement pour le MICA. Après, il y a le ZTSF, donc la zone industrielle de transformation de produits semi-finis. Elle qui va nous rapporter... Alors, excusez-moi, Monsieur le Président. Oui. Monsieur le Président, excusez-moi. C'est juste pour comprendre. Les 1500, ce sont ce que vous comptez gagner avec le MICA, c'est ça? Voilà, ce qui revient dans la poche de l'État. Mais c'est le financement. Comment procédez-vous au financement du MICA? Pas, je ne cherche pas la plus-value. Comment procéderez-vous, Monsieur le Président, parce que c'est tout un dispositif, comment procéderez-vous au financement de ce MICA, de ce marché international? Merci beaucoup. Le MICA, l'État de Côte d'Ivoire déjà va procéder à... C'est l'État de Côte d'Ivoire qui va donner le terrain. Donc la zone, c'est l'État de Côte d'Ivoire qui va donner. L'aménagement va nous coûter 300 milliards. C'est-à-dire les 300 milliards, c'est pour faire les routes internes et pour faire les fondations des entrepôts qui viendront maintenant recevoir. Donc ça va nous coûter 300 milliards. Les poches de dépenses sur lesquelles on va puiser, déjà, on va augmenter nécessairement le prix du tabac, le prix de l'alcool. Maintenant, le Sénat sera supprimé, on n'a pas besoin du Sénat, et on va réduire le train de vie de l'État.
C'est environ 1800 à 1900 milliards qu'on pourra tirer du budget de l'État. Avec cet argent, c'est pas seulement que le MICA qu'on va financer, mais il y a 300 milliards dedans qui vont servir à financer le projet du MICA. Après avoir suivi la discussion, donne ton point de vue en commentaire.